On entend parler de féminisme. Certaines personnes prétendent être des féministes, tandis que d'autres le sont vraiment. On n'arrive toujours pas à cerner le rôle du féminisme. Plein de questions qu'on se pose ou qu'on pourrait se poser quand on entend le mot féminisme. C'est pourquoi, sur notre plateau aujourd'hui, pour avoir de meilleurs éclaircissements, nous allons parler avec notre invité du jour. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour Madame Carré-Laetitia, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur notre plateau ce jour pour parler d'un sujet assez intéressant, mais souvent un peu mal compris, je dirais mal interprété, le féminisme. Alors de prime abord, ce qu'on aimerait savoir, qu'est-ce que vous pensez du féminisme? Ou je dirais, quelle est la définition que vous donnez du féminisme? Merci beaucoup de m'avoir convié à ce plateau. Oui, je pense qu'avant d'aborder toute terminologie, il faut la définir. Le féminisme, on va donner la définition assez générique. C'est la recherche tout simplement de l'égalité entre les hommes et les femmes. Et par égalité, on parle d'égalité politique, d'égalité sociale, d'égalité devant la loi. En fait, l'égalité dans la société. À ne pas confondre forcément avec l'égalité biologique, qui ne saurait exister même entre personnes de même sexe. D'accord. Est-ce que le concept de féminisme varie d'une personne à une autre? Ou une fois qu'on se dit féminisme, on épouse l'idéologie qui a fait naître le féminisme? C'est une question intéressante. Enfin, c'est comme toute idéologie, c'est comme toute philosophie, c'est comme toute religion. Il y a ce qu'on appelle les fondamentaux, il y a ce qu'on appelle la théorie, ce qui a été théorisé, et il y a les individus qui vont peut-être à partir de leur ressenti, à partir de leur personnalité, peut-être un peu galvauder le combat. Il y a aussi le fait qu'on n'a pas un féminisme, même théoriquement, on n'a pas un féminisme, on a des féminismes, voilà. Et ça, quand on apprend l'histoire du féminisme, on comprend qu'il y a autant de femmes, il y a autant de catégories de femmes que de sortes de féminismes. Donc, nous avons un féminisme blanc, par exemple, le féminisme originel, il est blanc. Il a été mis en œuvre par des femmes blanches au milieu du XXe siècle, qui ne tenaient pas forcément en compte les besoins des femmes noires. Notamment aux États-Unis. Alors, on va dire dans la décennie de 90, donc la troisième vague, a créé ce qu'on appelle le black féminisme. Et le black féminisme, qui est un féminisme noir, qui est un féminisme qui va s'adapter aux besoins de la femme noire, parce qu'il va prendre en compte, outre les inégalités sexistes, les inégalités aussi raciales. Parce que la femme noire était aussi face à ces inégalités que les femmes blanches ne pouvaient pas comprendre. Donc, il va naître alors ce féminisme ce féminisme blanc, pardon. Après, vous avez le féminisme intersectionnel qui va prendre en compte les facteurs d'égalité. Désolée de vous couper, est-ce que le féminisme blanc et noir aujourd'hui se sont associés? Ou il y a toujours ces différences entre les deux? On ne dira pas qu'il y a une différence. Moi, j'aime dire que c'est à la fois parallèle et à la fois ils sont parallèles, à la fois ils se rejoignent. Donc, forcément, lorsque la femme noire aux États-Unis va poursuivre tous ses droits en tant que femme noire, il y aura des espaces privés pour les femmes noires qui ne seront pas forcément accessibles aux femmes blanches, mais finalement, en tant que femmes, elles vont se rejoindre sur des thématiques. Voilà, c'est un peu comme ça. Maintenant, on veut également savoir à quel moment on se définit comme étant une féministe. Est-ce qu'il faut faire partie d'une communauté, recevoir un certificat ou un agrément, ou dès qu'on décide de se battre pour les droits de la femme, on peut s'autoproclamer féministe? Je dirais qu'on se sent féministe. Vous savez, il y a cette autrice, Chimamanda Ngozi, qui a dit que être féministe, c'est comme être enceinte, on ne peut pas le cacher. Vous voyez, j'aime beaucoup cette image. Moi, je pense qu'on se sent féministe. On étudie le féminisme, on comprend ses principes, on comprend ce combat et on se dit... Où est-ce qu'on étudie le féminisme? Un peu partout. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de plateformes. Par exemple, on rencontre des femmes qui se définissent féministes, on les approche. Il y a Google, il y a vraiment tout en fait. Mais est-ce que parce qu'elles se définissent féministes, ça veut dire que oui, elles ont les mêmes combats? Parce que, désolée de vous couper, lors de la journée du 8 mars,
il y a une féministe française dont je tairai le nom qui a fait un post et qui a dit qu'elle ne peut pas parler aujourd'hui de droit de la femme parce qu'on est à un siècle où les femmes confondent véritablement le vrai féminisme et le combat est un peu en train de se perdre. Donc quand vous dites qu'on étudie le féminisme, c'est vers qui on parle étudier le féminisme? Alors, ce sont des questions vraiment très intéressantes. Et cette apologie du vrai, du faux combat, pour moi, je reviens toujours aux fondamentaux. Parce que le féminisme est une doctrine. C'est comme la religion. Lorsque vous vous dites chrétien, vous avez la Bible, vous avez les dogmes. Une fois que vous éloignez, vous avez peut-être une autre philosophie, mais vous n'êtes plus chrétien. C'est ça le féminisme. Est-ce que ces femmes dont on dit qu'elles font le mauvais combat s'éloignent des fondamentaux? Si oui, alors elles font le mauvais combat, elles ne sont plus féministes. Si elles rejoignent ce combat d'égalité, alors elles sont féministes. Peut-être aujourd'hui, ce qui différencie, ce sont les leviers, ce sont les mécanismes. C'est le fait qu'en 1960, on n'avait pas les mêmes moyens d'action qu'en 2022 et qu'on a l'impression, en tout cas pour ceux qui ne comprennent pas le féminisme, que certaines personnes sont plus dures. Mais le féminisme originel est très dur. Il est très très dur. Vous avez des suffragettes qui allaient jusqu'à poser des bombes. Donc, vous voyez, c'est une philosophie qui a, au fil du temps, pas migré dans sa pensée, dans sa vision, mais qui a migré par ses moyens d'action. Donc, quand je parle d'étudier, je parle beaucoup de comprendre aujourd'hui avec tous les canaux de communication. Il y a beaucoup de livres. Il y a les mères du féminisme, je ne dirais pas les pères, mais il y a des gens qui ont posé les bases. Ce serait bien de pouvoir comprendre ce combat avant de se programme féministe. D'accord. Et aujourd'hui, vous avez parlé de mères féministes. Est-ce qu'il y a des hommes qui peuvent prétendre être des féministes également? Moi, je si aujourd'hui défendent les droits de la femme, comme vous avez parlé d'égalité, tous ces fondamentaux-là, est-ce qu'ils peuvent s'autoproclamer féministes? Ou il y a un nom pour ces hommes? Généralement, oui. Je ne vais pas me donner la prétention de dire que les hommes sont pas féministes, il y a des hommes féministes. Mais généralement, les hommes qui rejoignent ce combat peuvent s'appeler alliés. Donc ça dépend, voilà, ce sont des terminologies qui sont propres en fait au milieu. Donc, généralement, ce sont des hommes qui se définissent comme alliés parce qu'ils estiment que justement les hommes ont pris tellement de place dans l'histoire qu'ils ne veulent pas encore dans ce combat venir prendre une autre place et que c'est un combat qui est originel, fait par les femmes pour les femmes, et fait être des alliés pour laisser plus de place en fait aux femmes. Mais ça ne dérange pas que les hommes soient un peu définis, il n'y a pas de problème. D'accord. Et aujourd'hui, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre société en tant que féministe? En tant que féministe, c'est la reproche. Après, moi je pense que c'est le seul combat social où on reproche aux gens d'être fâchés. C'est le seul combat social où on reproche aux gens d'être des rebelles. Quand on est en train de célébrer des héros de l'indépendance, qui étaient des rebelles, quand on entend de célébrer des résistants qui ont été des rebelles, et c'est le seul combat où on reproche à des personnes de se battre contre un ordre qui les maintient en fait plus bas en fait, vous voyez. Et véritablement c'est la mauvaise foi. C'est la mauvaise foi parce que moi je pense que tout un chacun comprend ce combat, comprend qu'aujourd'hui le combat féministe profite autant aux hommes qu'aux femmes, qu'il y a des lois qui sont votées, qu'aujourd'hui on a des recours. Aujourd'hui vous voyez même sur les réseaux sociaux, lorsqu'il y a des cas de violence, on peut se tourner vers les gens, ce qu'on ne pouvait pas faire peut-être il y a 5, il y a 10 ans. Donc ils comprennent qu'il y a moins de possibilités aujourd'hui de frapper des femmes, de violer des femmes. Seulement il y a la mauvaise foi parce que, comme tout combat, on est en train d'attaquer des privilèges, on est en train d'attaquer un système, et attaquer un système ce n'est pas facile. Voilà, attaquer un système n'a jamais été facile. Donc moi je n'appelle pas ça des difficultés, j'appelle ça... C'est le cheminement. Moi, c'est comme ça. Et plus on sent de la résistance, ça veut dire qu'on a touché quelque chose, ça veut dire qu'on est sur la paix. D'accord. Et nous allons terminer avec cette question. Quel est l'impact que vous avez pu créer dans votre société depuis que vous êtes féministe? J'allais laisser cette question peut-être à des gens qui me connaissent, parce que je pense que l'impact qu'on crée est évalué au niveau des personnes qui sont impactées. Je vais faire de la tautologie, mais je dirais, comme c'est à moi que la question est adressée, je pense que je fais partie, sans prétention encore, d'une nouvelle vague de nouveau féminisme ivoirien quand même.
Je fais partie de celles qui ont commencé à se battre ouvertement en tant que féministes. Alors ça rejoint la première question que vous avez posée. Certaines femmes sont battues pour les droits des femmes, se définissent expressément féministes, elles en avaient le droit et continuent de le faire. En tant que jeune femme, sur les réseaux sociaux, j'ai commencé à utiliser les réseaux sociaux pour définir cette cause, pour la porter. Et je pense que grâce à mon action, d'autres femmes ont suivi, d'autres actions ont suivi. On a pu avoir une synergie d'action. Ce que je regrette peut-être que c'est que notre féminisme soit resté au niveau peut-être urbain et qu'aujourd'hui on a besoin, voilà, peut-être ce que je vais mettre sur le rang des difficultés, peut-être d'approcher les communautés rurales des femmes rurales, parce que aussi c'est de l'intersectionnalité. D'accord. Qu'est-ce qui vous rend le plus fière en tant que féministe? Ce qui me rend le plus fière en tant que féministe, je dirais deux choses. La première chose, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, on parle du féminisme. Pour moi, ça me rend fière parce que je reviens toujours en arrière, ça n'existait pas cette fois. On parle de violence à la télévision ivoirienne. Aujourd'hui, on a des lois. Aujourd'hui, on a des jeunes filles qui disent je veux ça parce que j'en ai le droit. Pour moi, c'est une victoire. C'est une victoire idéologique, c'est une victoire sociale. Aujourd'hui, qu'on est sur les réseaux sociaux, même la femme qui ne se définit pas féministe, lorsqu'elle est en face d'une violence, elle sait qu'il y a un problème. Pour moi, c'était ça. Créer l'engagement, ouvrir les yeux, montrer le problème. Je pense que la deuxième victoire, c'est être un groupe de pression. On a un groupe de pression extraordinaire en tant que féministe, surtout en tant que féministe africaine noire. Généralement, le groupe MeToo, donc qui est très encore white, mais qui est un féminisme assez européen, ne nous correspondait pas. Moi, je pense qu'on a créé cette vague ici, qui fait qu'aujourd'hui, si quelqu'un a un commentaire déplacé, dit attendez, les féministes, on vient de vous trouver. C'est un indicateur qu'on est comme une police, qu'on est comme un groupe de pression et que les gens vont commencer à faire attention à ce qu'ils vont dire, parce qu'ils savent qu'ils auront des problèmes à savoir. Moi, c'est d'avoir été un groupe de pression d'action et de proposition aussi. Merci beaucoup, Madame Karine Laetitia. Nous allons passer dès à présent au face-à-face avec l'invité. Nous sommes dans le face-à-face avec Madame Karine Laetitia. Elle est féministe et va répondre honnêtement à plusieurs questions avec 1 minute seulement pour argumenter. Est-ce que vous êtes prête? Je vais essayer. D'accord. Alors, nous avons vu dernièrement que vous avez dit « La langue française n'est que l'expression de la misogynie ». Pourquoi dites-vous cela en 1 minute? Oui, parce que vers le XVIe siècle, en fait, il y a eu beaucoup d'accords qui ont été changés, notamment les accords de proximité, le fait que le masculin a prédominé sur le féminin, ce qui n'existait pas originellement, le fait que la féminisation des noms de métiers ont été changés, donc le masculin qui passe pour le neutre. Il y a cette fameuse phrase, si vous êtes 1 million de femmes qui a un bébé, on dit il. Donc ce sont des règles de grammaire qui ont vraiment été changées, qui ont vraiment adopté la misogynie de l'époque et vous pouvez faire des recherches, ça n'existait pas. Voilà, on avait des accords de proximité, donc l'adjectif accordé avec le nom le plus proche. S'il y avait plus de femmes, évidemment, on accordait. Et voilà, je pense que l'Académie française est en train de travailler à rétablir l'injustice linguistique. Que pensez-vous de la dot? Est-ce que vous trouvez cela sexiste? Alors, j'ai fait une étude sur la dot justement en 2018-2019. Je trouve que la dot est sexiste. Je me fais taper sur les doigts, oui, parce que la dot, vous savez, en anglais, enfin, chez les Nigériens, on dit le bride price, le prix de la mariée. Donc, ça représente vraiment une sorte d'achat. Et la dot, en fait, ne me dérange pas. C'est ce qu'on en fait socialement. Le fait que certaines femmes ne peuvent pas partir parce qu'on dit, bah, je t'ai doté, je t'ai acheté. C'est tout ce qu'on met dans la dot pour moi qui est un problème. Le fait que souvent les parents féminins ne prennent pas de la dot, alors qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont été élevés par le mère. C'est vraiment le symbole aujourd'hui du patriarcat, la dot. C'est le fait qu'un homme vienne acheter quelque part une épouse à son père. Donc c'est toujours ce lignage très patriarcal qui me dérange dans la dot. Mais après, c'est très beau la dot. Voilà, faites une dot. D'accord.
Est-ce que vous êtes contre ou d'accord avec l'avortement? C'est parti. Pour moi, l'avortement est un droit. Voilà, je parlais des fondamentaux du féminisme. Le féminisme s'est battu pour le droit à l'avortement de la deuxième vague, donc la vague des droits à la procréation de leur corps des femmes. Donc oui, pour moi, l'avortement c'est un droit, c'est la femme qui porte l'enfant, c'est la femme qui décide de ne pas le porter. On nous oppose beaucoup d'arguments religieux, tout le monde ne croit pas dans ces arguments. Pour moi, si une femme est religieuse, elle va prendre cette précaution pour ne pas arriver à l'avortement ou à le faire dans le mariage. Il ne faut pas aujourd'hui que des gens ne vivent pas des réalités. Ça pour en fait, ces réalités. Le corps de la femme, c'est le corps de la femme. Et je crois au droit à l'avortement. Et je me bats pour le droit à l'avortement parce qu'au-delà de tout, il y a beaucoup d'histoires qu'on ignore en fait. Il y a beaucoup de grossesses. Et c'est à la femme de choisir. Wow. D'accord. On poursuit. Êtes-vous pour ou contre les congés menstruels dans le milieu professionnel et en même temps avoir toujours le même salaire avec l'homme? C'est parti. C'est une question qui fait le débat actuellement pour ou contre les congés menstruels. Pour moi, en tant que féministe, oui, pourquoi pas, parce que c'est une spécificité des femmes, finalement, c'est une spécificité du genre. Quand on parle du genre, c'est d'implémenter en fait l'équité, l'égalité avec chacune ses spécificités. Je pense que si les hommes avaient des règles, ça n'allait pas être un débat. Aujourd'hui, il faut tenir compte de l'écosystème de nos entreprises. Peut-être qu'aujourd'hui, on a des entreprises qui ne sont pas prêtes, peut-être à pouvoir financer les congés menstruels, mais c'est possible, vous voyez, de pouvoir équilibrer avec une employée, avec du télétravail, avec... voilà, moi je pense qu'on peut, voilà, ce sont des stratégies aujourd'hui qu'on peut arriver à faire avec, comme on l'a fait avec les congés maternité, comme on l'a fait avec les femmes qui allaitent. Il suffit juste qu'on ait envie de le faire, mais oui, je suis pour les congés menstruels. Voilà. D'accord. Est-ce que vous pensez que la femme a le droit de disposer de son corps et d'avoir autant de rapports sexuels au même titre que l'homme comme elle le souhaite? C'est parti. Oui, je pense que le corps des gens leur appartient. Le corps des gens leur appartient tout simplement parce que c'est leur corps, vous voyez. On n'a pas de droit sur le corps des gens. Tout ce qu'on a, c'est qu'ils n'usent pas de ce corps-là pour nuire à l'intégrité physique des autres. Voilà, que la femme viole un homme, que la femme viole un enfant. Non, elle ne peut pas. Parce qu'elle touche l'intégrité physique des gens. Ce qu'on peut faire, c'est d'amener les femmes à avoir une santé sexuelle responsable. Mais je pense que oui, la femme a le droit de faire ce qu'elle veut de son corps. Franchement, c'est même pas un débat, quoi. Et aujourd'hui, la libération, en fait, de la parole, des dogmes, pour moi, aide les femmes. Après, si vous êtes religieuse, vous allez obéir à d'autres règles, mais par essence, les règles sociales ne devraient pas empêcher les femmes de disposer de leur corps. Merci beaucoup, Madame Carrie-Laetitia. Vous êtes restée dans le temps et nous allons conclure rapidement en disant tout simplement, avec deux petites questions. Au vu des réponses que vous avez données, est-ce que vous ne pensez pas que l'avortement, par exemple, il peut avoir des conséquences négatives ou même au niveau des congés menstruels? Est-ce que vous ne pensez pas que cela crée une sorte d'inégalité quand vous dites après cela que vous voulez le même salaire avec l'homme? Ok, donc on prend déjà le droit à l'avortement. Aujourd'hui, on ne se bat pas pour le droit à l'avortement dans le vide. On se bat pour le droit à l'avortement médical et sécurisé. Certains pays parlent d'avortement, d'interruption thérapeutique de grossesse. Nous, on est déjà à l'interruption thérapeutique de grossesse en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que si la santé de la mère, s'il a testé que par cette grossesse, la mère a un problème, voilà, on peut faire cette interruption. On a déjà eu le combat de l'interruption thérapeutique, on se bat pour l'interruption volontaire de grossesse. Et c'est ce qu'aujourd'hui, peut-être, on n'a pas encore, mais c'est médicalisé. Vous savez, en France, on donne des périodes, justement, où on estime qu'à partir de ce moment, l'enfant, il a le cœur qui bat, etc. Pour moi, ce sont des leviers par lesquels on peut passer, mais on ne peut pas obliger. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on oppose la santé des femmes et la santé des femmes indigentes, on partit déjà avec les avortements illégaux. Les femmes vont avorter.
Les femmes vont avorter. C'est une réalité, on ne veut pas le dire. C'est l'une des premières causes de mortalité féminine en Côte d'Ivoire. Vous savez ça? L'avortement, on est passé premier devant beaucoup de pays. Ça veut dire que on peut avoir des règles sociales ou religieuses qui nous empêchent, mais l'être humain, c'est clair. Aujourd'hui, il faut donner la chance à des femmes de disjoncter de grossesse, par exemple, les conscientiser après, conscientiser les hommes aussi, parce qu'il y a beaucoup de ça, c'est pour ça qu'on travaille en amont sur la santé sexuelle et reproductive. Mais l'avortement illégal fait beaucoup, trop de dégâts. Aujourd'hui, on laisse l'avortement dans cet état. Bon, à propos des congés menstruels, c'est un peu comme la maternité. Voilà, seules les femmes tombent enceintes. Et les femmes ont été, par exemple, privées de travailler à cause de cela. Mais c'est leur spécificité. On ne peut pas empêcher aujourd'hui une femme de tomber enceinte parce qu'elle doit travailler. Vous voyez. Mais je reviens là-dessus pour dire que si, par exemple, vous avez une employée qui ne peut pas, du fait de sa biologie, du fait de quelque chose qui la constitue, venir au travail, il faut prendre en compte. Prendre en compte les femmes dans son effectif, c'est prendre en compte qu'elles auront des problèmes spécifiques, comme les hommes ont des problèmes spécifiques, par exemple. Et c'est pour ça que je parle de levier. Voilà, on peut rattraper ces jours. C'est possible de dire, bon, ça donne un congé. Un congé, il se planifie, il se rattrape. Voilà, on peut rattraper ces jours. Moi, c'est possible de bien faire du télétravail dans la mesure du possible, mais c'est quelque chose qui ne devrait pas fondamentalement poser un problème. D'accord. Et la dernière question, c'est de savoir si vous êtes contre, peut-être, les écrits bibliques. Non, je suis en tant que féministe, Par exemple, comme on parle de dot, on parle de soumission. Okay. Est-ce que vous êtes contre? Je n'aime même pas cette prétention d'être contre les écrits féministes, les écrits bibliques, pardon, parce que pour moi, une religion, on y adhère. Voilà, je pense que les femmes qui adhèrent à la religion, elles ont le droit de choisir en fait sur quoi elles croient. Ce contre quoi je suis contre, c'est que la religion sorte de son cadre personnel, de son cadre religieux, de son cercle en fait, pour arriver dans les règles sociales. Et c'est ce qui en fait a créé le problème. Vous voyez, dans des États comme la France où l'État et la religion étaient scindés, à un moment donné, on ne peut pas. Dans un pays de laïcité, la Côte d'Ivoire est laïque, on ne peut pas, par exemple, m'opposer moi de travailler parce que mon mari ne veut pas sous prétexte que je dois lui être soumis selon la Bible. Vous voyez, ce sont ces inégalités-là qui, au fil du temps, sont tombées. Je dis, je peux être soumise, une femme peut être soumise, par exemple, une femme peut être soumise dans son foyer, selon sa religion, ok. Mais tout le monde n'est pas son mari. Vous voyez, il y a des hommes qui ne sont pas son mari, qui sont ses collègues. Elle n'a pas à être soumise à ces personnes. Et les hommes qui ne sont pas son mari n'ont pas à lui demander de la soumission. C'est un peu cela. Non, je ne suis pas contre les écrits bibliques, mais il faut que la religion puisse gouverner ceux qu'elle gouverne et laisser les règles sociales s'appliquer aux citoyens. Maintenant, je pense que c'est ça. Est-ce que vous avez un mot pour conclure cette interview? Déjà, merci. C'est toujours une opportunité pour moi de parler du féminisme. Pour moi, c'est une doctrine. On apprend, on continue de faire apprendre, on continue d'en apprendre. Donc voilà, j'espère en fait que mes interventions ne vont pas plus déranger que ça. Voilà, c'est une thèse, malheureusement, c'est ce en quoi je crois. Et puis, il faut comprendre qu'on n'est pas dans un combat contre quiconque, on est dans un combat d'égalité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de féministes qui croient en la Bible, elles ont trouvé leur équilibre, et puis voilà, il y a nous qui sont plus peut-être un peu plus radicales. Mais ça va, on se porte bien. D'accord, merci beaucoup. C'était un réel plaisir pour nous de vous recevoir sur notre plateau. Nous avons beaucoup appris. Je vous avoue que moi-même, j'avais une définition un peu à part du féminisme. Mais là, quand je vous ai entendu, j'ai compris beaucoup de choses. Et j'espère également que ces personnes qui vont nous regarder vont aussi comprendre. Voici donc ce que nous savons du féminisme avec Karel Laetitia. Nous espérons que cela a pu vous apporter de meilleurs éclaircissements. D'ici là, nous nous disons à très bientôt dans un nouvel épisode.